intellectuels et universitaires de l'époque, il faisait office de bouffée d'oxygène. Elle écrit, Barthes, en citant Pascal Bruckner, Barthes était un souffle de liberté dans un paysage intellectuel verrouillé par le marxisme et le terrorisme intellectuel des avant-gardes et leur audace défraîchie. Donc il prend malgré tout, il est malgré tout une porte ouverte vers une forme de liberté de pensée. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été soumis parfois aussi à une forme d'aveuglement, comme on vient de le voir. Voilà pour donc les circonstances atténuantes. Donc là, je vous ai lu deux grands textes qui entrent en contradiction, qui mettent le doigt sur des faiblesses dans l'œuvre et la pensée de Roland Barthes. D'une part, sur une faiblesse sur un plan méthodologique et d'autre part, sur un plan idéologique. Mais d'une certaine manière, le texte de Raymond Picard, si j'ai pu vous le lire, c'est parce que j'ai été le chercher à la Bibliothèque nationale et que j'en ai fait des photocopies. Mais vous n'allez pas le trouver en librairie. Parce qu'il a été tout simplement enterré. Et parce que Roland Barthes a fait la preuve en fait de la puissance finalement de sa pensée, de son système de pensée. Et il a balayé d'une certaine manière toutes ses critiques. Aussi parce que ça faisait partie d'un phénomène de mode. Mais pourquoi a-t-il survécu à ces critiques-là? Je vais essayer de nouveau de vous lire quelques extraits et de vous faire partager quelques autres polémiques qui ont succédé. Cette fois, jusqu'à présent, on a vu des auteurs qui étaient contemporains à Barthes. Maintenant, on va voir des auteurs qui ont mis en cause sa pensée, peut-être plus subtilement, mais qui lui étaient postérieurs cette fois. Critique méthodologique à nouveau. Critique méthodologique, j'aimerais vous lire un extrait de Thomas Pavel, qui a écrit, notamment sur cette période, Le mirage linguistique, et qui montre comment la linguistique et toutes les sciences qui ont émané de cette discipline faisaient partie d'une sorte de paradigme. Paradigme au sens épistémologique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire un paradigme? Ça vient notamment d'un ouvrage de Kuhn, Thomas Kuhn, les révolutions, sur les structures, la révolution des structures scientifiques. Pardon, l'inverse. La structure des révolutions scientifiques de Kuhn, où il montre comment les découvertes scientifiques dépendent de paradigmes. Qu'est-ce que c'est des paradigmes? C'est l'ensemble des savoirs qui sont partagés par une même communauté. Pour qu'une découverte scientifique émerge, il faut qu'il y ait un contexte favorable, un contexte scientifique favorable et une convention de la part de cette communauté. C'est donc un paradigme est un phénomène social et le paradigme linguistique en fait partie, pourrait être décrit de cette manière. Ce qu'il a appelé le mirage linguistique. Avant de vous lire cet extrait, j'aimerais vous lire un passage d'une des œuvres les plus exemplaires de l'effort de système qu'a pu faire Roland Barthes au cours de ses écrits. C'est peut-être l'écrit le plus systématique parmi tous ces essais. C'est le système de la mode. Publié donc en 1965. C'est celui qui essaye d'appliquer de la manière la plus précise, la plus rigoureuse, le système linguistique. C'est l'application, finalement, la plus rigoureuse de la sémiologie. C'est-à-dire considérer le monde comme un signe, et l'analyser comme des signes, comme un ensemble de signes, et l'analyser en tant que tel. Le code vestimentaire découpe le monde en unités sémantiques.
dont la rhétorique va s'emparer pour les habiller, les ordonner et construire à partir d'elles une véritable vision du monde. Soir, week-end, promenade, printemps sont des unités erratiques venues du monde, mais qui n'impliquent aucun monde particulier, aucune idéologie définie. Ce pourquoi, au niveau du code vestimentaire, on s'est refusé à les classer. Cette construction rhétorique d'un monde que l'on pourrait comparer à une véritable cosmogonie se fait par deux voies principales, qu'on a déjà indiquées à propos du signifiant rhétorique. La métaphore et la parataxe. La métaphore mondaine a pour rôle ordinaire de transformer une unité sémantique usuelle en contingence apparemment originale. Ainsi, pour vos promenades à la campagne et visites à la ferme, vos robes sont colorées. La redondance métaphorique visite à la ferme ajoute aux éléments du premier code, promenade, campagne, d'une part la vision d'un objet, la ferme, qui se substitue ici à l'intellection d'un concept, la campagne, et d'autre part la suggestion d'une situation sociale fictive issue de toute une littérature de jeunes filles. La ferme visitée implique que l'on vient d'un château, d'une gentilhommière, d'un lieu oisif, d'où l'on va regarder comme un spectacle un peu exotique une essence mixte de campagne et de labeur. Quant à la parataxe, elle étend le pouvoir de la métaphore en développant, à partir de situations et d'objets discontinus, ce qu'on appelle une atmosphère. Dans ce blazer, pour jeune fille anglophile, peut-être éprise de Proust et qui passe ses vacances au bord de la mer, les vacances, la mer, la jeune fille, le genre anglais et Proust recomposent par leur simple contiguïté narrative un lieu littéraire bien connu. C'est la plage normande, Balbec, la troupe des jeunes filles en fleurs. Ainsi naît un ensemble d'objets et de situations reliés entre eux, non plus par une logique des usages ou des signes, mais par des contraintes de tout ordre qui sont celles du récit. Je vais m'arrêter là pour cet extrait-là, simplement pour vous montrer à quel point ça peut être original. Donc c'est difficile évidemment de comprendre, difficile à lire, c'est un système en soi, il utilise des outils linguistiques pour comprendre un phénomène social. Phénomène social, il commence là-dessus en disant c'est un phénomène social. À l'époque, quand il écrit son livre, donc en 67, quand il fait son étude, 65, 66, 67, 50% des femmes lisaient des magazines de mode. Et son étude porte sur justement ces magazines-là et sur les énoncés. Donc c'est un phénomène social. Il considère, lui, et c'est là qu'il est très original, c'est que on peut analyser ces énoncés comme s'il s'agissait de textes littéraires. Ce sont des récits, et la mode fait le récit du vêtement. Et il l'analyse en tant que tel. C'est, de ce point de vue-là, révolutionnaire. Pour la société jusqu'à présent, pour les intellectuels et cette classe intellectuelle, la mode c'est quelque chose de futile. Pour Roland Barthes, non. Il réhabilite en quelque sorte une pratique. Il réhabilite aussi voilà, et il en fait en même temps, la démonstration qu'il est possible d'utiliser les outils linguistiques à d'autres fins que la langue elle-même, ou que plutôt que le monde dans lequel nous vivons fonctionne comme la langue. Et il parvient à le démontrer. Pourtant, comme je vous le disais, Thomas Pavel considère qu'il s'agit d'un paradigme linguistique et donc que la validité de telle théorie, de tel texte est limitée. Voyons ce qu'il en dit. Je vous lis donc un extrait du Mirage linguistique de Thomas Pavel, qui est postérieur donc à la mort de Roland Barthes. Faisant tache d'huile, l'espoir de modernisation méthodologique fondée sur la linguistique structurale s'est déplacé au courant des années 50 et 60 vers d'autres disciplines en mal de formalisme, et tout d'abord vers la psychanalyse et la critique littéraire. Mais avec la diversification des champs fécondés, il devenait graduellement apparent que la linguistique laissée à elle-même n'allait bientôt plus suffire comme discipline pilote.
la linguistique ne va pas suffire. Tant Lévi-Strauss en anthropologie que Jacques Lacan en psychanalyse avaient à maintes reprises mis en garde leurs lecteurs contre l'imitation servile des modèles linguistiques. Donc là, on comprend par là que la sémiologie peut être justement une imitation servile d'un modèle linguistique. Critique donc sous-jacente. En études littéraires, le parti novateur découvrait, grâce aux efforts de Roman Jakobson, de Paul Garvin et de Tsvetan Todorov, les travaux de Vladimir Prop. Vladimir Prop, c'est celui qui a écrit La morphologie des contes, qui montre que il y a des contes en Russie, en Amérique latine ou chez les Inuits qui ont les mêmes structures alors même que ces peuples ne se sont jamais rencontrés dans l'histoire. Bref, il fait une étude structuraliste de matériaux qui ne sont pas linguistiques mais qui sont mythiques. Donc il découvre ça, avec les formalistes russes et des esthéticiens de l'école de Prague, travaux peu réductibles à la linguistique, mais partageant avec celle-ci un même souci de rigueur formelle. En outre, la linguistique traversait elle-même une crise qui allait bouleverser de fond en comble ses doctrines et ses méthodes, laissant perplexes ceux qui, un peu plus tôt, avaient cru à des concepts déjà hors d'usage. Pour toutes ces raisons, il parut nécessaire à la fin des années 60 d'unifier les diverses tentatives de renouveau des sciences humaines en un seul courant, sinon même en une seule discipline, plus générale que la linguistique et par conséquent à l'abri des révolutions à l'intérieur de celle-ci, et aussi mieux préparée à subvenir aux besoins théoriques des différents domaines en quête d'aspiration scientifique. Et là, il pense que cette nouvelle discipline, ça va être la sémiologie. Saussure avait parlé d'une sémiologie générale, dont la linguistique ne serait qu'une branche. À la suite de Charles Peirce et de Charles Morris, le terme sémiotique circulait depuis quelque temps aux États-Unis. Plusieurs positions concernant l'avenir de la nouvelle discipline s'étaient récemment exprimées. Et malgré leurs divergences, tant les éléments de sémiologie de Roland Barthes que la structure absente d'Umberto Eco s'accordaient sur un projet d'unification des disciplines humaines sous le signe du langage. Donc, Umberto Eco et Roland. Umberto Eco, c'est l'autre grande figure italienne, cette fois, de la sémiologie, avec Roland Barthes. Ils ont tous les deux, avec quelques autres, cherché à fonder cette science nouvelle, la science des signes, qui ne serait pas seulement la science du langage, mais qui serait une projection de la linguistique dans d'autres sphères. Je continue maintenant, il revient à l'épisode de la critique de Picard. Nouvelle critique, nouvelle imposture. Thomas Pavel toujours. Toutes les pratiques structuralistes n'avançaient cependant pas une branche d'olivier à la main. Et tous les tenants des disciplines traditionnelles du sens n'en voyaient pas l'expansion avec la même sérénité. Ainsi, loin des auteurs herméneutiques, Raymond Picard, auteur du pamphlet Nouvelle critique, nouvelle imposture, donc l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, lançait son attaque à partir des remparts philologiques de l'ordre établi, en visant précisément le point vulnérable du dispositif structuraliste, à savoir la revendication de la scientificité. On a vu que c'était effectivement là, cette méthode-là qui était attaquée tout à l'heure. Prenant comme cible les essais de Barthes sur Racine, l'argument de Picard soulignait ce qui, dans la démarche structuraliste, troublait les philologues. Le vocabulaire scientiste, le manque de patience textuelle, vertu cardinale de la philologie, l'absence enfin de la notion régulatrice de vérité. En minimisant l'importance de la vérité dans les sciences de la signification, la réponse de Barthes dans Critique et vérité, que je vous ai dit tout à l'heure, laissait entendre que l'aile avancée du structuralisme était en fin de compte peu disposée à accepter le niveau d'intelligence que l'on consentait bien à lui accorder. Parmi les partisans de la nouvelle formalité linguistique, donc la nouvelle critique,
Il se trouvait donc qu'il, loin d'ajouter paisiblement un surplus de technicité au soubassement du grand édifice philologico-herméneutique, en inaugurait ouvertement la démolition. Donc là, je reprends un petit peu ce qu'il vient de dire. Il dit qu'en gros, il y a deux grands courants critiques avant la nouvelle critique. Il y a la philologie d'un côté, qui étudie la lettre du texte, qui essaye d'établir à la lettre littéralement le sens d'un texte, et d'autre part l'herméneutique, qui est une partie de la philosophie, qui est la philosophie du sens. Eh bien, plutôt que la nouvelle critique, plutôt que d'essayer de se faire une place entre la philologie et l'herméneutique, eh bien, elle préfère détruire à la fois l'herméneutique et la philologie, et tout démolir, pour recréer cette science, cette discipline nouvelle, qui serait la sémiologie. Il ne s'agissait aucunement de laisser provisoirement de côté la référence et le sens en faveur de l'articulation des signes, mais d'œuvrer au remplacement inexorable de cela par ceci. Donc ce que Thomas Pavel, dans le mirage linguistique, remet en cause, c'est la validité des fondements de la sémiotique. Pourtant, la parole est à la défense. Jean-Marie Schaeffer, c'est pas n'importe qui. Il a co-signé notamment, c'est un linguiste assez reconnu, un chercheur en linguistique, qui a notamment coécrit avec Oswald Ducrot l'encyclopédie du langage. Il a écrit récemment, donc cette fois c'est vraiment en 2015, Lettre à Roland Barthes, où il imagine un dialogue fictif, ou plutôt une lettre donc sous forme d'un dispositif fictif, puisque Roland Barthes est mort. Il imagine qu'il lui écrit directement. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il emploie la deuxième personne, vous, pour parler à Roland Barthes. Donc en 2015, ce grand linguiste va porter un jugement, c'est pour ça que je vous ai lu un extrait du Système de la mode tout à l'heure, un jugement sur les textes critiques et l'effort systémique de Roland Barthes. Il écrit Thomas Pavel, celui-là même qui vient d'écrire Le Mirage linguistique. Thomas Pavel et Claude Brémond ont attiré l'attention sur un point de votre démarche qui peut irriter le lecteur. La question de la validation interpersonnelle de vos hypothèses théoriques n'a été que rarement au centre de vos préoccupations. Vous étiez davantage intéressé par l'activité de modélisation que par la validation des modèles. La raison essentielle s'en trouvait peut-être dans le fait que vous ne supportiez pas la stase de l'imagination cognitive qu'implique la validation, longue et fastidieuse par bien des aspects d'une hypothèse théorique. La stase de l'imagination théorique, c'est quoi? De l'imagination cognitive, c'est l'immobilisation, la fixité de l'effort théorique que suppose d'employer de manière systématique la théorie linguistique et de l'appliquer à d'autres systèmes de signes que la langue. Je ne retiendrai pourtant pas ceci contre vous, mais plutôt contre ceux qui, enthousiasmés par les perspectives que vous ouvriez, n'ont pas entrepris ce travail de validation, mais se sont bornés à revendiquer vos hypothèses comme des positions, et du même coup, les ont transformées en doctrine. Autrement dit, il y a une école de sémiologie, il y a une école Roland Barthes qui a plutôt que de poursuivre la quête de sens de Roland Barthes, on a fait une doctrine. Mais il existe au moins un domaine dans lequel vous avez œuvré en pionnier, et où cette réification de vos positions n'a pas eu lieu. Il s'agit de l'analyse narrative, grâce aux travaux fondateurs de Gérard Genette, de Tsvetan Todorov, de Claude Brémond et de Christian Metz pour le cinéma. Le projet de recherche exposé dans l'analyse structurelle du récit, que vous allez trouver par exemple dans l'aventure sémiologique là, donc l'exposé
dans l'analyse structurale du récit, s'est transformé en un véritable programme de recherche international. Programme de recherche international qui continue à être extrêmement fécond et pour lequel on peut même parler d'une dynamique accumulatrice. Un phénomène assez rare dans les sciences humaines pour qu'il mérite d'être souligné. Mais je ne m'y attarderai pas pour le moment. Autrement dit, effectivement, il y a dans le domaine de la critique littéraire une discipline qui s'appelle la narratologie, dont le plus célèbre, le théoricien le plus fameux est effectivement Gérard Genette, et Todorov aussi, Gaëtan Todorov. Tous les deux écrivent régulièrement et ont été très productifs. Je poursuis sur son commentaire sur le système de la mode. Donc Jean-Marie Schaeffer écrit « Il y a au moins un programme de recherche que vous avez développé de manière approfondie. Il s'agit de l'étude sémiologique du vêtement. » Donc le système de la mode, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Ou plus précisément de la mode, dont la première trace remonte au moins à 1962, que vous avez ensuite esquissé durant votre séminaire en 1962-63, avant de lui consacrer un ouvrage entier, dont j'ai déjà dit un mot en passant. Système de la mode. Voilà sans doute de tous vos ouvrages celui qui a eu le destin le moins heureux. Aujourd'hui, on le considère généralement comme la caricature de votre période structuraliste. Le livre est devenu un sujet d'embarras. Même Éric Marty, qui pourtant ne vous veut que du bien, ne croit pouvoir le sauver qu'en y voyant une étrange œuvre baroque, dans laquelle vous vous seriez perdu. Dans une sorte de jouissance d'autant plus autiste qu'elle est dissimulée par un jargon cybernétique. Vous-même n'étiez d'ailleurs pas en reste, et ce dès la sortie du livre, puisque vous annonciez, dès la préface, que l'aventure dont il était l'expression était déjà datée. Et dans les entretiens que vous avez donnés après sa parution, vous avez, me semble-t-il, tout fait pour qu'on ne vous identifie pas à lui. Aventure datée pour vous, entre autres, par rapport à SZ, dont vous exposiez les travaux préparatoires dans votre séminaire l'année même où le système de la mode parut. Je suis pourtant en désaccord fondamental avec cette auto-évaluation négative. Tout autant qu'avec le jugement négatif presque universel qu'on porte aujourd'hui sur ce livre, et surtout sur le programme dont il est la traduction. Pour moi, Système de la mode n'est pas seulement moins daté que SZ, il était en avance sur son temps. Et il est encore sur le nôtre. Il est difficile de justifier cette affirmation en quelques mots. Je ne vais pas justifier non plus en quelques mots cette affirmation. Je vous ai juste lu quelques extraits pour vous montrer combien finalement sa pensée peut encore être active à l'heure d'aujourd'hui. Et elle est disséminée en quelque sorte dans d'autres disciplines, même si elle peut être datée, idéologiquement douteuse, méthodologiquement datée par certains aspects. J'aimerais aborder, si vous me le permettez, un dernier adversaire, si l'on veut, de Roland Barthes. Une dernière critique de l'œuvre de Roland Barthes. Cette fois, non pas l'envers méthodologique, encore une fois, comme je viens de le lire, à travers le texte de Thomas Pavel, mais de nouveau, à travers l'aspect idéologique. De nouveau. En vous lisant un extrait de la leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France, prononcée le 7 janvier 1977.
car Roland Barthes a été assez radical dans ses positions, et sa radicalité a été évidemment l'objet d'une critique parfois radicale et parfois beaucoup plus nuancée. C'est pour ça que je vais vous faire part de cet ouvrage après, qui est une critique, à mon avis, une des critiques les plus intelligentes de l'envers idéologique de son œuvre. Donc en 1977, il est invité à enseigner au Collège de France et il écrit ce discours d'investiture. Le langage est une législation. La langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo veut dire à la fois répartition et commination. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, ce sont là des exemples grossiers. Je suis astreint à me poser d'abord au sujet, avant d'énoncer l'action, qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la constitution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous. Le suspens affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, et à plus de forte raison discourir, ce n'est pas communiquer. Comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réaction généralisée. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire, ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Texte qui avait fait scandale à l'époque, mais qui avait été aussi l'objet d'un enthousiasme, d'un engouement. Et c'est sur cet engouement que le texte d'Hélène Merlin-Cajman, La langue est-elle fasciste, revient. Roland Barthes, dans ce discours d'investiture, en quelque sorte, sa leçon inaugurale, fait le lien entre la langue et le pouvoir. Pour lui, dans toute langue, il y a un jeu de pouvoir, au point de dire que, de manière radicale, que la langue est fasciste. Hélène Merlin-Cajman revient sur ce postulat, sur cette affirmation radicale. Elle écrit: le 7 janvier 1977, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, Barthes était allé plus loin en émettant une proposition qui fait alors grand bruit. La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. C'est le passage que je viens de vous lire. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Pour couper court à toute interprétation adoucie du propos, il ajoutait, dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. Barthes, comme Bourdieu, du reste, est ici redevable à Foucault de sa théorie du pouvoir, opposée aux conceptions marxistes ordinaires encore courantes dans les années 1970. Le pouvoir, selon Foucault, n'est ni le pouvoir comme ensemble d'institutions et d'appareils, garantissant la suggestion des citoyens dans un état donné, ni la forme de la loi, ni le système général de domination exercé par un élément ou un groupe sur un autre. Mais il s'insinue dans l'ensemble du corps social,
en forgeant les identités, en dressant les corps, en organisant les pratiques et les discours. Barthes dramatise cette analyse. Le caractère productif du pouvoir est devenu pure contrainte négatrice, et le pouvoir, fascisme. Pris dans la circonstance de la leçon inaugurale du Collège de France, 7 ans après Foucault, qui avait alors prononcé l'extraordinaire ordre du discours, sans doute Barthes rivalise-t-il avec lui et renchérit-il par une espèce de coup de théâtre stylistique virtuose. Donc, Foucault, 7 ans auparavant, dans l'ordre